L'Amérique est connue pour ses forêts infinies, ses massifs montagneux et ses parcs nationaux qui attirent chaque année des milliers de touristes. Cependant, ces lieux sauvages et magnifiques semblent de parfois ouvrir une porte invisible derrière laquelle les gens disparaissent sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires vraies qui se sont déroulées dans les forêts et les montagnes du nord-ouest des États-Unis et de l'Alaska et qui restent à ce jour inexpliquées. Août 1966, forêt de Montana. Juillet 1995, glacier Ruth en Alaska. Juin 1989, parc national du mont Hood dans l'Oregon. Chaque cas est l'histoire de la disparition soudaine et inexplicable d'une personne sous les yeux d'autres personnes sans aucune explication logique. Que s'est-il réellement passé? Essayons de comprendre. Dans les forêts denses de Montana, au cœur d'une région reculée de l'Holo, le silence de la forêt n'est parfois rompu que par le cri perçant d'un faucon ou le bruissement des ailes la nuit. C'est ici, en août 1973, comme venu d'un autre monde, qu'a éclaté une histoire qui, encore aujourd'hui, nous fait murmurer les faits et nous interroger sur sa véritable signification. Daniel Murphy, 35 ans, gardien d'une des hautes tours en bois servant à surveiller les incendies, a disparu de son poste de manière si mystérieuse qu'on aurait dit qu'il avait franchi une porte inconnue qui s'était refermée derrière lui. En effet, un quart d'heure après sa dernière communication radio, personne n'a été retrouvé dans la tour et la serrure de la porte était intacte. Les sauveteurs s'attendaient à trouver des traces de lutte ou de panique, mais rien n'indiquait cela. Et alors qu'il semblait que Daniel était peut-être encore dans les parages, sa chemise a été retrouvée 1 semaine plus tard dans une zone marécageuse, à quelques kilomètres de la tour, laissant toutes les questions sans réponse. C'est ainsi qu'a disparu sous le soleil brûlant du mois d'août un homme qui avait consacré sa vie à la protection des forêts locales, et ce, si discrètement que personne ne comprend encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Daniel Murphy est né dans une petite ville à la périphérie du Montana. Dès son enfance, son père lui a appris à aimer la chasse et la pêche, même si Daniel était moins attiré par le tir que par l'observation de la vie sauvage. Il passait des heures dans les marais à écouter le coassement des grenouilles et essayait de noter dans un cahier les espèces d'oiseaux qui peuplaient dans tel ou tel bosquet. Ses voisins le taquinaient en disant qu'il considérait la forêt comme une amie et non comme une ressource. À 18 ans, dès la fin de ses études, il a décidé de consacrer sa vie à la protection de la forêt. Il a d'abord été assistant garde forestier dans un parc, puis a rejoint le service forestier de l'État du Montana où, grâce à son travail minutieux et à sa fiabilité, il a obtenu le poste de gardien de tour de guet. Dans les années 1970, ce type de tour était omniprésent dans les zones forestières, d'où l'on aimait observer la fumée et prévenir les incendies. Daniel adorait son travail. Assis au sommet d'une tour en bois de 20 mètres de haut, il passait des heures à scruter la cime des arbres à la recherche de panaches de fumée suspects. Il était heureux de pouvoir passer tout l'été au grand air plutôt que dans un bureau. L'année 1973 fut relativement calme. Peu d'incendies de forêt, des températures supérieures à la moyenne et de rares orages. Au début du mois d'août, Daniel fut affecté à l'Holo, l'un des endroits les plus isolés, pour y effectuer son service principal, un petit poste d'observation perché sur une colline. Les habitants de la région avaient même surnommé cet endroit la tour Murphy, bien que son nom officiel fût l'Holo Juno. Le quart de travail durait généralement 1 semaine. Le gardien apportait des provisions, vivait dans une petite pièce au sommet,
disposait d'une radio pour communiquer et, en cas d'alerte ou d'incendie, pouvait rapidement transmettre les coordonnées. Il supportait bien la solitude, s'était habitué à écouter la radio, à lire des livres et à noter les conditions météorologiques dans son journal. Une fois par jour, la forêt domaniale de Lolo vérifiait par radio que tout allait bien. Selon le journal officiel des appels, le 7 août 1973 à midi, Daniel a effectué une séance standard. La situation était normale, je ne constate aucun incendie. Le ciel est d'égaral et dégagé. La température est solide de place 128 degrés. Le vent est faible. Tout semblait normal. Un quart d'heure plus tard, lorsque le répartiteur a tenté de clarifier certains détails par radio, Daniel n'a pas répondu. Il l'a appelé 3 fois, en vain. Le répartiteur a alors pensé que Murphy était peut-être allé aux toilettes ou qu'il était sorti sur la plateforme d'observation. Cependant, le temps passait et, vers 13 heures, il était toujours impossible de le joindre. Cela a alarmé ses collègues, car Daniel était considéré comme un employé discipliné. Il a beau été décidé d'envoyer 2 Rangers pour vérifier. Ils ont atteint le pied de la colline en 4x4 et ont emprunté le sentier. Une chose étrange les frappa. La porte menant à la tour était fermée par un cadenas. Habituellement, lorsque le gardien s'absente, la porte doit être fermée à clé, n'est-ce pas? Mais alors, comment avait-il pu sortir? Les Rangers, sachant que le cadenas se verrouillait de l'intérieur, étaient perplexes. Ils ont appelé des renforts à l'aide d'une radio portable. Les collègues arrivés sur place ont forcé la serrure. À l'intérieur, ils ont trouvé la pièce intacte, sans trace de lutte. Une chaise pliante, une table, une radio, allumée mais silencieuse, les effets personnels de Daniel, un carnet d'observation, une carte, un peu de nourriture. Mais Murphy lui-même était absent. Comment avait-il quitté la tour si la serrure était sur la porte de l'intérieur? Il n'y avait aucun message écrit, aucune explication sur la façon dont il s'était échappé. Peut-être que quelqu'un l'avait enfermé de l'extérieur. Dans ce cas, il y aurait eu du bruit ou de la résistance. Mais à l'intérieur, tout était calme. Le même jour, une recherche urgente fut organisée. L'affaire était suspecte. La logique voulait que si Daniel avait eu un accident, il aurait pu tomber, glisser. Mais alors, où étaient les traces sur le sentier? Pourquoi la tour était-elle fermée à clé? Les questions se bousculaient dans la tête de Daniel. Le réseau de sentiers autour de la tour était petit et pouvait être parcouru en quelques heures. Les sauveteurs parcouraient d'Oni les lieux en criant « Daniel !» Aucune réponse. Bientôt, des bénévoles, la police du comté et d'autres rangers sont arrivés. Après quelques jours, ils ont fouillé tous les recoins autour de la colline, ont fait appel à un hélicoptère et ont inspecté la forêt. Aucune piste. C'était comme si l'homme s'était évaporé. Au 5e jour des recherches, un événement était venu aggraver le mystère. À 5 ou 6 kilomètres de la tour, dans une dépression marécageuse, l'un des bénévoles est tombé sur une chemise qui lui a semblé appartenir à Daniel. Cependant, il n'y avait pas de tache de sang, ni de déchirure sur le tissu, caractéristique d'une lutte ou d'une attaque d'animaux. La chemise semblait avoir été retirée par une personne et pliée. Le volontaire a déclaré qu'elle était simplement posée sur le sol humide, alors que 2 jours auparavant, cette zone avait été inspectée et rien n'avait été trouvé. On a appelé un chien pour qu'il prenne l'odeur, mais en vain. Le chien a d'abord reniflé un peu, mais n'a pas donné de piste certaine. Cela a mis les sauveteurs dans une impasse. Cela signifiait-il que Daniel avait quitté la tour de plusieurs kilomètres, enlevé sa chemise et disparu? Ou quelqu'un l'avait-il apporté plus tard, et pourquoi? Et si Murphy avait eu une crise psychotique, comment la tour avait-elle été verrouillée de l'intérieur? Et le cadenas était-il vraiment à l'extérieur ou à l'intérieur? La police a mené des expériences. Il était peut-être possible de passer la main par une fente ou une fenêtre, d'accrocher un cadenas,
Mais pourquoi? Et pourquoi n'y avait-il aucun autre indice? Plus les recherches avançaient, plus l'affaire semblait dans le sac. Pas de corps, pas de preuves. En général, lorsqu'une personne tombe d'une tour ou dans une forêt, il y a du sang, des lambeaux de vêtements, des traces d'animaux. Un crime? Personne n'a vu de personnes suspectes dans les environs, et la tour est située loin de toute zone habitée. Il ne restait plus que l'impression que Daniel avait été enlevé en un clin d'œil. Cela rendait la situation inexplicable. Le temps était clair. L'homme était à son poste. Ses collègues l'entendaient à la radio, et 15 minutes plus tard, il avait disparu et la porte était verrouillée. Une semaine après sa disparition, les autorités ont reconnu qu'elles ne pouvaient pas poursuivre une opération coûteuse sans aucun indice. La famille de Daniel était sous le choc, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Un jeune homme expérimenté dans les affaires forestières, responsable de la sécurité, qui vérifiait toujours tout avec soin. Lorsque ses collègues ont demandé « N'avez-vous rien vu ou entendu d'étrange ?» Certains ont répondu que Murphy avait seulement mentionné le matin que la nature était calme et n'avait fait aucune allusion à des personnes étrangères. Au cours des années suivantes, lorsque l'on évoquait les sonnes disparitions dans les bois, l'histoire de Daniel Murphy était toujours citée comme exemple de situation mystérieuse. La police a ensuite officiellement classé l'affaire. Disparu sans laisser de traces, pas assez d'éléments indiquant une infraction. D'autres gardiens ont commencé à travailler dans la tour et, selon les rumeurs, certains d'entre eux étaient parfois envahis par un sentiment inquiétant, comme si quelque chose bruissait dans la nuit, alors qu'il n'y avait aucun animal à l'intérieur. Mais ce ne sont que des légendes locales. Benjamin Reed est né à Seattle dans une famille où les randonnées en montagne et l'alpinisme étaient considérés comme un rituel de transmission du savoir des aînés aux plus jeunes. Son grand-père, vétéran de la guerre de Corée, adorait emmener le jeune Ben dans les éboulis et lui apprendre à manier les cordes et les mousquetons. Le garçon a grandi timide, mais s'épanouissait dans les montagnes, comme si le bruit de la ville le pesait et qu'il ne trouvait l'harmonie que loin de la foule. À l'université, il s'est lancé dans des études de biologie et a même envisagé une carrière d'écologiste, mais son cœur continuait de battre pour les sommets. Ses amis plaisantaient. Il vivait dans la plaine, mais dans son cœur, il était toujours au-dessus des nuages. À 29 ans, Ben avait déjà accumulé une liste impressionnante d'ascensions dans les cascades et les rocheuses, et il était membre d'un petit club d'alpinistes qui organisait de temps en temps des expéditions vers des sommets plus difficiles. C'est ainsi qu'en juillet 1995, il s'est retrouvé dans le parc national de Denali, l'une des merveilles du nord de l'Alaska, où les sommets enneigés et les glaciers attirent les alpinistes du monde entier. Benjamin a rejoint un groupe de 4 personnes prêtes à escalader le glacier Ruth, un endroit relativement populaire parmi les alpinistes expérimentés, mais qui ne pardonne aucune erreur. Changement brusque de temps, crevasses et immenses espaces sans aucune construction à des kilomètres à la ronde. Benjamin et ses compagnons, 2 d'entre eux sont des amis de longue date pratiquant l'escalade, le 3e ayant été invité par le club alpin, avait prévu d'atteindre d'abord une altitude d'environ 4000 mètres, d'installer un campement, puis, éventuellement, de gravir l'un des passages les plus difficiles du massif du Ruth. Ils ont parcouru la première partie du chemin avec succès. Le temps était étonnamment clair, avec même un léger dégel pendant la journée, si l'on peut parler ainsi d'un glacier près du cercle polaire. Le groupe avançait régulièrement. Personne ne se plaignait de sa santé. Benjamin marchait généralement en tête, veillant à ce que ses compagnons ne glissent pas sur la glace traîtresse. Selon l'un des participants, Michael Ferguson, tout le monde marchait d'un bon pas
plaisantaient, discutaient de la beauté du sommet. Mais à environ 4000 mètres d'altitude, quelques heures avant d'atteindre le campement prévu, un événement tragique s'est produit dont les participants se souviennent aujourd'hui avec émotion. Les participants ont décrit la situation ainsi. Benjamin marchait en 3e position, puis s'est soudainement arrêté. Toute la chaîne s'est arrêtée, car il était impossible de tirer sur la corde. Il regardait quelque part sur le côté, comme hypnotisé, a raconté Michael. On aurait dit qu'il avait remarqué quelque chose sur cette partie déserte du glacier où il n'y avait juste rien. Le guide ou le chef d'équipe a crié pour demander ce qui se passait, si tout allait bien. Mais Benjamin n'a pas répondu. Il s'est simplement détaché de son mousqueton et, sans un mot, a commencé à s'éloigner du groupe, retirant de fait son système d'assurage. Tout le monde criait « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il ne réagit pas. Il ne courait pas, mais s'éloignait obstinément vers les étendues de glace vides, à l'écart de l'itinéraire. Personne ne comprenait ce qu'il essayait de faire. En quelques larcossecondes, ses compagnons se détachèrent de la corde commune. Désorientés, ils pensaient peut-être qu'il fallait le rattraper en toute sécurité. Mais pendant ce court laps de temps, Benjamin avait réussi à parcourir une bonne trentaine de mètres sans se retourner. Il le voyait marcher sur la glace lisse, sans se cacher derrière des saillies. Et soudain, alors que tous accéléraient le pas pour le suivre, il disparut de leur vue. Il disparut littéralement sous leurs yeux, sans un bruit. Comment était-ce possible? Il n'y avait ni fissure, ni crevasse, ni corniche. Et le plus étrange, en arrivant à l'endroit où il se trouvait, les gens ne le trouvèrent ni devant eux, ni sur les côtés. Il y avait bien sûr des traces dans la neige sur la glace, mais elles s'interrompaient soudainement, comme si la ligne des empreintes de bottes arrivait à un point, puis plus rien. Personne ne pouvait expliquer comment il avait pu disparaître si rapidement, alors que la vue sur le glacier était dégagée et qu'il n'y avait pas de rochers derrière lesquels se cacher, à des kilomètres à la ronde. Le reste de la journée et la nuit suivante, ses compagnons coururent, crièrent et cherchèrent frénétiquement. Le temps resta clair. Aucune tempête ni aucun brouillard n'aurait même pu cacher un homme. Les participants ont prévenu par radio les services de secours de Denali, qui ont envoyé des renforts le lendemain matin. Un hélicoptère, une équipe de rangers et des alpinistes bénévoles. Une opération a été organisée dans un rayon de plusieurs kilomètres. On pensait que si Benjamin n'était pas tombé dans une crevasse, et il n'y en avait tout simplement pas, il pouvait errer en état de choc. Mais tous les efforts ont été vains. Les sauveteurs ont ratissé les champs de glace dans tous les sens pendant une semaine. Les traces avaient disparu, comme effacées, et Ben était introuvable, ni vivant ni mort. Ses amis étaient sous le choc. Tout s'était passé sous leurs yeux. Il s'est tout simplement évaporé, a déclaré Max, l'un des alpinistes. J'ai vu son profil, et une seconde plus tard, il n'y avait plus personne. Les policiers ont écrit laconiquement dans leur rapport que le glacier est une zone ouverte, il n'y a pas de grande corniche, aucune fissure où un homme aurait pu tomber. Disparition dans des circonstances obscures. Ils ont interrogé ses amis. Ben avait-il eu une crise, des hallucinations? Mais il n'avait jamais montré de tendance à la dépression. Son état psychique était stable et il était en bonne santé. L'affaire semblait désespérée. Mais 2 ans plus tard, au début de l'été 1997, alors que la saison d'alpinisme reprenait, une nouvelle bouleversa tous ceux qui se souvenaient de la disparition de Ben. Quelqu'un avait réussi à gravir l'un des sommets voisins qui n'avait jamais été officiellement conquis auparavant, et avait trouvé au sommet un piolet enfoncé verticalement dans la glace dure. Le piolet portait les initiales BR que Benjamin avait gravées sur son équipement. Ses amis l'ont reconnu. Le pic à glace était rayé, ce qui indiquait qu'il avait été utilisé. Cependant, il n'y avait aucun autre objet ni aucune trace de campement au sommet.
Les des Rangers arrivés sur place ont eu beaucoup de mal à atteindre le sommet. En contrebas, des parois abruptes et complexes. Pour les escalader, il fallait un équipement d'escalade sophistiqué, et en 1995, Ben n'en disposait pas. Il n'avait que l'équipement de base pour une randonnée sur un glacier, mais pas pour des itinéraires extrêmes. Une question légitime se pose. Comment Benjamin, s'il est encore en vie, a-t-il pu escalader un pic inconnu et planter son piolet au sommet? Et pourquoi n'a-t-il pas laissé de message ni appelé à l'aide? S'il est mort, où est son corps? Quelqu'un aurait-il pu apporter son piolet? Dans quel but? L'enquête policière n'a pas apporté de réponse. Aucun équipement n'a été retrouvé, seulement un piolet solitaire. Aucune empreinte, aucune trace de sang, aucun indice de conflit. Après avoir consulté de nombreux clubs d'alpinisme, les Rangers ont découvert que ce sommet n'avait effectivement fait l'objet d'aucune ascension enregistrée avant 1997. Les proches de Ben pensaient donc qu'il s'agissait d'une histoire mystique. Une pause de 2 ans, puis un piolet réapparaissant au sommet. La police a officiellement classé l'affaire avec la mention « portée disparue, non retrouvée ». L'opinion s'était répandue dans le milieu alpin que Benjamin avait été emporté par les montagnes, dans des circonstances incompréhensibles. La logique officielle, il aurait pu partir quelque part, perdre la raison ou être victime d'un accident mystérieux, et son piolet aurait été trouvé par quelqu'un et replacé à son emplacement. Ou bien, il aurait lui-même, dans une sorte de transe, accompli une ascension impossible. Mais toutes ces hypothèses ne reposent sur aucun fait. En juillet 1989, alors que l'été battait son plein dans le nord-ouest des États-Unis, Caitlin Andrews, âgée de 23 ans, est partie en solo dans le parc national du Mount Hood, dans l'Oregon. Elle aimait la nature et n'avait pas peur des itinéraires difficiles. Selon sa famille, Caitlin rêvait depuis longtemps de voir les célèbres sommets et cascades de cette région, que beaucoup considéraient comme les joyaux de la beauté du Nord-Ouest. La jeune femme tenait un carnet dans lequel elle notait où et quand elle comptait faire telle ou telle ascension. Cette fois-là, son choix s'était porté sur le sentier menant à la cascade Tamanaves, un itinéraire pas très difficile, mais incroyablement pittoresque, avec un torrent impétueux se frayant un chemin à travers les dépôts de lave. D'après les souvenirs de certains touristes qui ont brièvement rencontré Caitlin au début du sentier, elle marchait légère, avec un petit sac à dos, souriante, et leur a demandé le chemin pour se rendre à la cascade, voulant s'assurer qu'elle avait bien pris la bonne direction à la bifurcation. C'était tôt le matin. Le soleil illuminait déjà les sommets du mont Hood, mais les gorges et les sentiers restaient dans l'ombre fraîche. Caitlin semblait joyeuse et pleine d'entrain. Personne n'a mentionné qu'elle était accompagnée, et elle-même partait souvent seule pour ce genre de mini-randonnée. Vers midi, comme l'ont ensuite raconté les membres d'un groupe de randonneurs, ils se dirigeaient eux-mêmes vers la cascade de Tamanaves, profitant du grondement de l'eau, lorsqu'ils ont soudain entendu une voix féminine chanter. C'était une très belle mélodie, une sorte de chanson folklorique qu'elle chantait à tue-tête, ont déclaré les témoins. La voix résonnait dans le canyon, et c'était très atmosphérique. Ils ont pensé que quelqu'un profitait simplement du moment et ont accéléré le pas, se disant « Ce sera sympa d'admirer la cascade ensemble ». Cependant, quelques minutes plus tard, lorsque le groupe est arrivé au pied du Tamanaves, la source du chant avait disparu. La cascade rugissait de toute sa force. Le soleil était toujours au zénith, mais la jeune fille était introuvable. Au début, les touristes ont pensé « Elle est peut-être déjà remontée le sentier ou s'est cachée sous un auvent rocheux ». Là où l'eau se brise contre les rochers,
il y a souvent une brume vaporeuse qui peut facilement dissimuler une personne. Plusieurs personnes se sont dispersées, ont contourné les rochers et ont jeté un œil derrière un étroit rebord. Sans résultat, aucun d'entre eux n'avait vu la jeune fille, si c'était bien Kathleen, s'éloigner. La mélodie s'était brusquement arrêtée alors qu'elle était encore assez forte 1 minute auparavant. En regardant autour d'eux, les gens ne trouvèrent ni sac à dos, ni traces de pas visibles près de la rivière, même si le sol était légèrement humide. « Elle s'est volatilisée, c'est tout », a alors déclaré l'un des touristes. Le soir, lorsque le groupe de touristes est revenu au parking, ils ont parlé aux gardes forestiers, mentionnant qu'il était possible que quelqu'un ait disparu, car il s'était produit un incident très étrange. Une jeune fille chantait, puis avait disparu en l'espace de quelques minutes. La région de la cascade de Tamanaves est pourtant assez fréquentée et personne n'a signalé de disparition. Pour l'instant, cela semblait être un incident curieux, même si certains commençaient à s'inquiéter qu'elle soit tombée à l'eau. Mais les recherches menées pendant 2 heures au pied de la cascade n'ont rien donné. L'eau était claire et aucune trace de chute n'a été trouvée. Le lendemain, un jeune homme agité s'est précipité vers le garde forestier. Les amis de Kathleen Andrews m'ont appelé. Ils disent qu'elle était partie la veille et qu'elle n'était pas revenue. Il s'avère que Kathleen avait un plan, revenir au camping convenu dans la soirée pour partir le lendemain en voiture avec une amie. Mais elle ne s'est pas présentée. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas encore très répandus et ses amis ont suivi la procédure habituelle. Ils se sont rendus à l'endroit convenu, n'ont pas trouvé Kathleen et ont appelé le garde forestier. C'est ainsi que s'est formé le point de départ de l'opération de recherche et de sauvetage. Dès le matin du 3e jour suivant sa disparition, probablement le 15 juin, des bénévoles et des employés du parc ont commencé à survoler la zone en hélicoptère et à parcourir les sentiers à pied, interrogeant les touristes pour savoir si quelqu'un avait vu la jeune fille. 2 personnes se sont souvenues avoir vu une jeune femme près de la cascade, mais leur description était vague. Cela coïncidait avec le moment où ils avaient entendu chanter. Le plus étrange attendait les chercheurs 2 jours plus tard. À environ 5 km du campement présumé de Kathleen, elle voulait installer sa tente plus près du début du sentier. Dans une partie complètement différente du sentier, son sac à dos a été retrouvé dans les buissons. D'après les documents qui se trouvaient à l'intérieur, il appartenait sans aucun doute à Kathleen. Le sac à dos contenait des fournitures de bureau, un petit carnet de croquis, un portefeuille avec une carte d'identité, un peu de nourriture et une bouteille d'eau. Tout semblait relativement en ordre, rien n'était éparpillé, comme si quelqu'un avait soigneusement laissé ce sac à dos là, ou comme si Kathleen elle-même, pour une raison inconnue, l'avait retiré et était partie. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi une voyageuse abandonnerait-elle son sac avec toutes ses affaires, y compris des documents importants? Aucune tache de sang, aucune déchirure, il était simplement posé par terre, a déclaré l'un des rangers qui a découvert le sac. La zone où le sac à dos a été trouvé avait déjà été fouillée, mais apparemment pas de manière très approfondie. Ou bien avait-il été déposé là plus tard? Les participants à la recherche étaient perplexes. Le chien pisteur, qui avait été amené jusqu'au sac à dos, n'a fait que tourner plusieurs fois autour des buissons avant de perdre la trace. Malgré tous les efforts déployés, l'opération n'a pas permis de trouver de nouveaux indices. Personne n'a revu ni entendu Kathleen. Son sac à dos était intact, sans aucune trace indiquant qu'elle avait tenté de fuir quelqu'un ou qu'elle se préparait à partir quelque part. Les rangers ont soulevé la question. Peut-être s'agit-il d'un accident? Elle est tombée dans une cascade? Mais alors, pourquoi son sac à dos se trouve-t-il ailleurs? Et pourquoi personne n'a trouvé de corps, en bas? Peut-être s'est-elle perdue et a-t-elle retiré son sac à dos?
Mais par temps clair et sur un sentier facile, cela semble peu probable. Une semaine plus tard, les recherches ont été interrompues. Tout le monde comprenait que les chances de la retrouver vivante étaient très faibles. Ni le corps, ni des vêtements supplémentaires, ni l'appareil photo, si elle en avait un, ni l'équipement n'ont été retrouvés. Les bénévoles ont ratissé la zone pendant encore 2 jours, tombant sur des décombres de rondins et des corniches, mais sans résultat. Finalement, la police a déclaré que la disparition de Kathleen Andrews reste un mystère. Aucune preuve de violence, aucun indice laissant penser qu'elle aurait pu partir de son plein gré. Au début du mois de juin 1989, l'enquête a été suspendue. « Nous avons épuisé toutes les pistes », ont déclaré les policiers. Il n'y a aucun nouvel indice. Kathleen Andrews est restée l'un des mystères silencieux de Mount Hood, où la beauté de la nature se transforme en tragédie inexplicable. Son corps n'a pas été retrouvé. Il n'y avait aucune trace d'elle, seulement son sac à dos quelques jours plus tard. La famille a organisé une cérémonie funéraire symbolique, dans l'espoir que la vérité finirait par éclater un jour. Mais les décennies y ont passé, et cette histoire reste un rappel effrayant de l'imprévisibilité de la nature lorsque l'homme se retrouve seul face aux secrets cachés derrière le grondement des cascades et les ombres de la forêt. Après de nombreuses années, le sort de Daniel Murphy, Benjamin Reed et Kathleen Andrews reste un mystère. Toutes les tentatives pour trouver une explication, même minime, ont été vaines. Peut-être que ces histoires resteront un rappel inquiétant de la fragilité et du mystère qui sépare la réalité familière de l'inconnu qui se cache dans les montagnes et les forêts américaines. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires inexplicables, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à donner votre avis dans les commentaires sur ce qui a pu arriver à ces personnes. Peut-être que votre version sera la plus proche de la vérité. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et soyez prudents lors de vos voyages.